Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 7e numéro de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Avançons notre deuxième chapitre, dévolu au regard des sciences sur la maladie et les difformités au fil des siècles. Cet opus vous propose de découvrir les idées qu'ont soutenues les intellectuels des XVIe et XVIIe siècles sur ce qu'ils appelaient tour à tour les infirmes, les curiosités, les monstres, les prodiges, les phénomènes humains. Apprêtons-nous à retrouver, à l'aube de la période dite moderne, quelques-unes des théories exposées dans le précédent épisode. On a eu en effet l'occasion d'y développer les hypothèses antiques plus ou moins farfelues proposées par les sciences gréco-latines pour comprendre certains handicaps, certaines maladies et difformités. À présent donc, nous allons pouvoir constater à quel point ces pensées, âgées parfois de plus de 2000 ans, ont continué d'avoir une influence indéniable, même sur les plus grands médecins du début de la période moderne. Et cependant, au XVIe siècle, ces hypothèses, dont certaines nous semblent aujourd'hui loufoques, se trouvent mêlées, parfois au sein du même ouvrage, à des raisonnements bien plus proches de ce qu'envisageraient nos esprits du XXIe siècle, familiarisés par exemple avec la génétique. Les traités médicaux du XVIe siècle étaient un fascinant mélange d'hypothèses superstitieuses et d'intuitions pas si éloignées de ce que l'on sait aujourd'hui. À l'ère baroque, un certain lectorat est féru de curiosité médicale. L'imprimerie est passée par là, on peut donc éditer des opuscules en assez grand nombre, et ma foi, comme aujourd'hui, le sensationnalisme fait vendre. On ne publiait pas encore de grands Guinness Book des records, mais il s'imprimait dans toute l'Europe des catalogues de monstres. Pour ne citer que les titres les plus connus, Traité des monstres de Fortunio Lichetti, Histoire prodigieuse de Pierre Boisteau, Chronique des prodiges et phénomènes de Conrad Lycostène, Traité des monstres et prodiges d'Ambroise Paré. Bien sûr, ces textes jouent abondamment sur le voyeurisme et la fascination pour le hors-norme. Néanmoins, ils tentent malgré tout une classification scientifique des phénomènes. Car oui, rappelez-vous, en ces temps anciens, on qualifiait pêle-mêle de monstres ou de phénomènes des événements météorologiques surprenants, des animaux exotiques ou difformes, des personnes handicapées ou au physique hors norme. Penchons-nous sur le plus célèbre de ces ouvrages, ici en France. J'ai nommé le Traité des monstres et prodiges d'Ambroise Paré. Ce scientifique a été le grand chirurgien d'Henri II et Henri III. On lui doit la mise au point de la ligature des artères comme substitut à la cautérisation lors des amputations. Il est aussi à l'origine de progrès dans la connaissance de l'anatomie, et l'auteur de mains et jambes artificielles, prothèses en fer avec des ébauches de mécanismes. Son Traité des monstres est un mélange déconcertant de superstitions et d'hypothèses qui, si elles sont inexactes dans leurs résultats, présentent toutefois une démarche rationnelle à l'œuvre. En parcourant les chapitres, il est même épatant de se dire que la même personne, parfois très pertinente et à d'autres moments très naïve, en était l'autrice. On trouve, dès l'ouverture du livre de Paré, des réflexions tout à fait rationnelles qui côtoient des exemples absolument farfelus. Monstres sont choses qui apparaissent outre le cours de nature et sont le plus souvent signes de quelque malheur à advenir, comme un enfant qui naît avec un seul bras, un autre qui aura 2 têtes, ou d'autres membres d'un nombre supérieur à l'ordinaire. Prodiges, ce sont choses qui viennent du tout contre nature, comme une femme qui enfantera un serpent ou un chien ou autre chose contre nature. Fais marcher ton imagination. Du côté des hypothèses loin d'être absurdes, même si les mots de l'époque ne sont pas ceux de la science actuelle, Ambroise Paré a par exemple l'intuition de ce que sera la génétique. Le chapitre 13 s'intitule ainsi « Exemple de monstres qui se font par les maladies héréditaires ». En outre, un long chapitre est consacré aux sœurs et frères siamois. On est siamois de père en fils. Que le chirurgien attribue à quelques défections dans la quantité ou le contenu du sperme. Puis, le savant entreprend de classer les phénomènes hors normes. Cette attitude anticipe certains travaux du XIXe siècle en tératologie, c'est-à-dire la science des monstres. Le classement d'Ambroise Paré ne suit pas les types de malformations comme on le fera plus tard. Il préfère les organiser selon les causes. D'abord, les causes divines. Il aborde comme une hypothèse tout à fait sérieuse la colère de Dieu à l'origine de certaines infirmités. Ensuite, la quantité de semences, pas assez de semences donnant par exemple un manchot. Puis viennent les causes dues à l'imagination, comme une mère ayant été en contact avec une grenouille et dont l'enfant serait né avec une ressemblance à cet animal. C'est vrai que je suis né d'accouplements immondes entre une veuve noire et un crapaud.
le chirurgien enchaîne sur des causes liées à l'hérédité, puis au diable. En outre, Ambroise Paré traite pêle-mêle dans son ouvrage des animaux exotiques comme l'autruche, des personnes androgynes, des gens handicapés, voire des créatures farfelues comme des dragons, des tritons ou des licornes, je ne plaisante même pas. J'ai encore recueilli plusieurs monstres, autant de ceux qui sont produits au corps des hommes et femmes que d'autres qui sont des animaux terrestres, maritimes et des volatiles. Et j'ai fait tailler leurs figures et portraits afin que chacun reconnaisse la grandeur de la nature chambrière de ce grand Dieu. Il y a des monstres qui sont produits par des sodomites ou des athées, qui se joignent et débordent contre nature avec les bêtes, et de là s'engendrent plusieurs monstres hideux et grandement honteux à voir et à en parler. Mais le plus surprenant reste l'avant-dernière série de chapitres. Ambroise Paré y énumère comme monstres tout un catalogue de faux infirmes, c'est-à-dire des mendiants qui simulent le handicap pour demander la charité. Chapitre 21, exemple de l'artifice des méchants gueux de l'Ostière. Chapitre 23, l'imposture d'un certain Marot qui contrefaisait le ladre. Et mon préféré, chapitre 24, d'une cagnardière feignant être malade du mal de Saint-Fiacre et lui sortait du cul un long et gros boyau fait par artifice. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Tous ces chapitres suivent la même trame. Description du gueux et de sa ruse pour paraître malade, arrestation du simulateur, punition de celui-ci, souvent par le fouet. Outre une évidente dimension moralisatrice, ces chapitres sont les témoins d'une crainte grandissante tout au long de la période moderne, à savoir la peur du mauvais pauvre, du profiteur, du mauvais infirme. Comme on le développera dans un futur épisode, le regard sur la mendicité et le handicap s'est en effet fortement dégradé à la fin du Moyen-Âge. Pour la faire brève, on glisse d'une vision charitable du pauvre, comme ton frère dans le Christ, vers une méfiance à l'endroit du mendiant, de celui qui ne travaille pas. Comme quoi, les bons discours ultra-libéraux qu'on peut croiser aujourd'hui, à base de hordes de pauvres qui ne seraient que des feignasses ravis de sucer des allocs, voire de tricher, et qu'il faudrait moraliser et remettre au boulot, ça ne date pas d'hier. Le XVIe siècle voit se répandre les cabinets de curiosité qui servent à exposer des choses rares, nouvelles, singulières, pour reprendre la définition du littré. Ces véritables cavernes d'Ali Baba comprenaient de la faune, de la flore, parfois même des squelettes humains ou autres morceaux d'êtres atypiques. Il y avait aussi des artefacts, surtout s'ils étaient exotiques ou anciens. Ces cabinets sont souvent ouverts à la visite et certains d'entre eux sont devenus par la suite des muséums ou des jardins botaniques. On peut citer le cabinet d'art et de merveille de l'archiduc Ferdinand II, le cabinet de Rodolphe II de Habsbourg, le cabinet de merveille de Maurice de Saxe, etc. Bernard Palissy posséda quant à lui un cabinet qu'il mentionne dans « Discours admirables de la nature des eaux et fontaines ». J'ai dressé un cabinet auquel j'ai mis plusieurs choses admirables et monstrueuses que j'ai tirées de la matrice de la Terre, lesquelles rendent témoignage certain de ce que je dis, et ne se trouvera homme qui ne soit contraint de confesser iceux véritable. Cependant, cette pratique suscite des critiques, notamment pour le risque d'entassement dénué de toute rigueur. Scientifique. Dans son Histoire naturelle, Buffon écrit « La plupart de ceux qui, sans aucune étude précédente de l'histoire naturelle, veulent avoir des cabinets de ce genre, sont de ces personnes aisées, peu occupées, qui cherchent à s'amuser et regardent comme un mérite d'être mises au rang des curieux. Ces gens-là commencent par acheter sans choix tout ce qui leur frappe les yeux, ils arrangent le tout avec complaisance ou l'entassent avec confusion. » Mais d'un autre côté, c'est dans ce climat que certains handicaps ont passionné la science, même si le voyeurisme s'en mêle. Ainsi, dès le Moyen-Âge, les sourds-muets reçoivent un intérêt sérieux. À l'ère médiévale, ils sont relativement bien intégrés car la société ne manque pas de travaux manuels. Or, cette période a un regard bienveillant envers la gestuelle. Rappelons qu'un certain nombre d'ordres religieux font vœu de silence et s'expriment par signes, comme les bénédictins. On remet donc en cause le rapprochement entre le sourd et l'animal. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il y a certes des clichés sur les sourds dans le peuple, mais ceux de la bourgeoisie et de la noblesse sont éduqués. Bernardino di Bettobiaggi et Juan Fernández Navarrete, par exemple, sont deux peintres sourds. Sous la houlette des religieux ont lieu des expériences d'éducation des sourds. Pereire en France, Ponce de León et Ramirez de Carrión en Espagne, Wallis et Holder en Angleterre sont des précepteurs qui s'intéressent à la question.
Il préconise que les élèves sourds allient écriture et usage du signe et forgent pour eux des méthodes de travail. Néanmoins, d'autres savants s'opposent à l'usage des gestes qui, selon eux, détourneraient l'attention. Mais surtout, on ne saurait parler des premières expériences de codification de langue des signes sans mentionner l'abbé Charles Michel de l'Épée. Actif au XVIIIe siècle, il est sans doute le plus connu des précurseurs de l'enseignement spécialisé à l'attention des sourds-muets. L'excellent film Ridicule de Patrice Lecomte met en scène l'abbé de l'Épée et un groupe de sourds-muets faisant la promotion de la langue des signes. Ah, merci, Paul. Pardon, monsieur. Ce garçon est-il sourd-muet? Oui, et demeurez. Pardonnez-moi, mais je pense pouvoir faire quelque chose pour lui. J'accueille ses semblables dans mon hospice et nous avons un langage qui leur permet de... Il est très bien chez nous, il nous est très attaché. Je m'appelle Charles Michel de l'Épée. J'en suis forté. Pourquoi le sourd-muet est-il un être isolé dans la nature, incapable de communiquer avec les autres hommes? Ne reçoit-il pas comme nous l'impression des objets? Pourquoi celui-ci demeure-t-il stupide? Et pourquoi devenons-nous intelligents? Car il est écrit au commencement était le Verbe. Platon fait dire à Socrate, si nous n'avions point de voix et que nous voulusions nous montrer les choses les uns aux autres, n'essayerions-nous pas, comme le font les muets, de les indiquer avec les mains, la tête et le reste du corps? Voici Simon, fils d'un marchand, 25 ans, sourd et muet de naissance. Il est arrivé à notre institut à l'âge de 15 ans. Grâce au langage des signes, il sait maintenant lire, écrire, compter. Il a l'âme d'un artiste. Le tout devant des seigneurs et gentes dames encore persuadés que les sourds-muets n'étaient que des idiots. Au printemps prochain, j'aurai la joie d'unir Thérèse et Paul devant Dieu. Comment osez-vous bafouer les sacrements du mariage avec ces malheureuses créatures? Un jour, j'ai vu jouer à Paris Roméo et Juliette, avec un singe et un caniche. En somme, bien que l'ère moderne foisonne encore d'explications farfelues du handicap et laisse libre cours à des pratiques de collection, Scientifique! et éducateurs se penchent avec sérieux sur de nombreuses maladies. On tente d'instruire les concernés, on classe les malformations, on ébauche des méthodologies scientifiques. Malheureusement, et ce sera le sujet du prochain opus, certaines idéologies ont commis des catastrophes en prétendant s'appuyer sur ces méthodes scientifiques émergentes. Je pense bien sûr à l'eugénisme, qui prend ses quartiers au XVIIIe siècle, puis vit son heure de gloire au XIXe et XXe siècle. Je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à liker et partager cette série. Portez-vous bien. Ciao!